Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, je vous parle de l'angle de prise de vue. Pourquoi je considère que c'est important, pour pas dire fondamental, et puis je vais vous donner 3 conseils pour trouver le meilleur angle et puis donner une toute autre allure à vos photos. Avant d'aller plus loin, juste à la fin de ce sujet-là, je vous présente le bouquin dont je vous parlais dans l'épisode précédent, mais que je n'avais pas pris avec moi, le livre d'Harry Gruyaert, donc je vous montre ça. Et puis également le livre qui est derrière moi, qui concerne l'éclairage au flash avec le système Nikon. Vous allez voir que c'est une pépite que je vous recommande, mais je vous en dire plus juste après. Alors, pour en revenir au sujet, donc choisir le bon angle de prise de vue, pour moi, c'est un gage de réussite de vos photos parce que c'est quelque chose de fondamental quand on choisit son sujet. Alors, je vous parlais dans l'épisode précédent du choix du sujet, mais une fois que vous avez le sujet, il y a un angle pour le photographier, une approche en fait, et ça va même au-delà du cadrage ou de la composition. C'est comment est-ce que je vais approcher mon sujet pour en donner la meilleure vue possible, la plus attirante. Alors le premier point avant de passer aux 3 conseils, le premier point c'est que pour moi l'angle de prise de vue c'est vraiment un concept qui est clé parce que il peut rendre, selon l'angle que vous allez prendre en fait, eh bien vous pouvez photographier le même sujet d'une façon très quelconque, pour pas dire banale ou pas intéressante, ou bien ce même sujet, vous pouvez le rendre de façon beaucoup plus extraordinaire, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus attirante pour celui qui va voir la photo. C'est vraiment un sujet qu'il faut travailler si vous ne l'avez pas encore fait. J'irais même jusqu'à dire que l'angle, c'est peut-être même plus important que le sujet. On peut prendre un sujet tout à fait banal, mais le traiter de telle façon que voilà, la photo elle va avoir l'air de quelque chose malgré que le sujet soit un petit peu quelconque. Je vous ramène au bouquin de Freeman, les 50 pistes pour la créativité en photographie, parce qu'il y a plein de fiches justement là-dessus, sur comment photographier un sujet qui paraît banal comme ça, mais le transformer en une photo qui est intéressante. Alors, premier conseil, la première chose à faire pour choisir votre angle de prise de vue, c'est de penser à la hauteur. Alors traditionnellement, je n'ai pas pris l'appareil photo, c'est pas grave. Traditionnellement, quand vous faites une photo, je vais simuler, on l'a fait souvent, pour pas dire trop souvent, à hauteur d'homme ou hauteur de femme, mais on l'a fait debout, c'est-à-dire vous êtes debout, vous marchez, vous voyez un truc qui vous plaît, vous prenez l'appareil, vous photographiez. Donc vous êtes à votre hauteur. Et alors, ces photos-là, je dis pas que c'est mal, mais c'est vu, revu et re-revu. Il y en a des centaines de millions de photos qui sont faites comme ça, où on est toujours à la même hauteur, et finalement ça donne toujours la même vue du même sujet. Prenez, je sais pas, en photo de paysage, prenez un site quelconque, vous prenez ce que vous voulez, un site que vous fréquentez régulièrement ou vous avez été en vacances, cherchez un petit peu sur le web ou sur Flickr, vous cherchez des photos de ce site-là, vous allez voir que 99% des photos, c'est toujours fait pareil, à la même hauteur, avec le même angle, donc ça rend finalement la photo un peu quelconque. C'est pas que votre photo va être moche, c'est juste qu'elle va pas se démarquer par rapport aux autres. Donc l'angle, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Pour changer ça, eh bien, il vous suffit tout bêtement de changer la hauteur. Au lieu de vous mettre à la hauteur quand vous êtes comme ça, mettez-vous au ras du sol, baissez l'appareil. Alors attention, si vous avez un grand angle, à ne pas incliner l'appareil. Vous savez que vos perspectives, enfin vos verticales, elles vont faire ça. Mais vous pouvez vous baisser, vous pouvez vous mettre au ras du sol, vous pouvez poser l'appareil par terre, vous pouvez au contraire le tenir à bout de bras. Alors si vous avez un boîtier qui a un écran orientable ou inclinable, c'est génial parce que quand vous l'avez à bout de bras comme ça, eh bien, vous pouvez très facilement voir la photo sur l'écran arrière en mode live view. Quand vous êtes au ras du sol, vous relevez un petit peu l'écran et puis là, vous voyez très bien aussi l'image. Donc ça, c'est assez intéressant. Ensuite, deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de changer de position. Quand vous avez un sujet, vous photographiez ça par exemple, au lieu de vous mettre là et puis de dire tiens, il a raison, je vais changer ma hauteur, tournez autour du sujet. On ne pense pas toujours à le faire. Alors ça dépend du sujet. Si vous photographiez une montagne Ikea à 500 mètres, tourner autour, ça va être un peu compliqué. Mais si vous photographiez une personne, un bâtiment, enfin je ne sais pas ce que ça peut être, une nature morte, un animal, n'importe quoi, et que vous pouvez tourner autour, faites-le, parce que ça va vous donner différentes vues du même sujet, et vous pourrez choisir ensuite, quand vous serez dans la phase de tri, de classement des photos, vous pourrez choisir celle qui vous plaît le plus. Et alors, le summum, c'est que ça va, en tournant autour, vous allez aussi pouvoir coupler ça avec le premier conseil, c'est là où je voulais en venir, donc tourner autour, mais en même temps, pensez à changer la hauteur de la prise de vue. Il y a un effet de bord à ça qui est intéressant en photo, c'est qu'en tournant comme ça autour du sujet, vous allez changer
la perspective. Imaginez que vous preniez une voiture, par exemple. Vous avez une voiture, et puis vous la prenez en frontale. Si vous tournez autour, vous allez la voir de profil, vous allez la voir de l'arrière, vous allez la voir de l'autre profil, et vous allez revenir devant. Vous voyez que ça va être totalement différent. Vous n'aurez pas la même vue du tout. Donc ça va vraiment vous donner des photos différentes, et puis vous allez regarder après celle qui vous plaît le plus. Même chose, autre effet de bord du fait de tourner autour, c'est que vous allez changer l'arrière-plan. Et ça, c'est fondamental, parce que souvent, vous êtes, et vous me le dites souvent dans les remarques que vous m'envoyez, c'est bah oui, j'avais une photo qui était sympa, mais derrière, il y a un truc qui est pas beau, comment je fais pour l'enlever, est-ce que je peux faire une retouche Photoshop, machin. Souvent, bon, des fois on peut, mais souvent c'est pas possible, parce que y a trop à faire, et puis quelque part, quand c'est foutu à la prise de vue, il faut pas chercher à sauver une photo à tout prix. Par contre, si vous aviez pris la peine de tourner autour du sujet, vous auriez pu, en changeant l'angle de prise de vue, éliminer l'arrière-plan. Et souvent, il ne faut pas grand-chose. Souvent, vous faites le test, mais vous vous décalez de 50 cm d'un côté ou de l'autre, ou d'un mètre, et vous allez voir que vous allez pouvoir masquer un poteau qui est disgracieux, une affiche publicitaire qui est pas belle, je sais pas moi, une poubelle. Ça m'est arrivé une fois de faire... J'avais un joli sujet comme ça, puis il y avait une énorme poubelle devant, et c'était un enfant qui courait dans la rue, je voulais montrer les arbres en fleurs et tout, c'était sympa. Puis il y avait deux grosses poubelles en plastique moches, donc je fais quoi? Je vais pas faire du Photoshop pour gommer deux grosses poubelles qui sont sur mon premier plan. Ou je fais pas la photo, ou alors je me décale un petit peu, et voilà, et j'arrive à trouver un angle où les poubelles, elles sont plus dans le champ. Donc ça, c'est super important. Troisième conseil, c'est la distance au sujet. Et alors là aussi, trop souvent, je vois des photographes figés par rapport à leur prise de vue et par rapport au sujet. Le sujet, il est, si c'est, je vais reprendre une personne ou un bâtiment, n'importe quoi, pas les paysages lointains, parce que la distance, on a des fois un peu de mal. Mais tout objet un peu plus physique, eh bien, vous êtes là, vous faites la photo, et puis vous repartez, vous êtes content. Mais vous n'avez pas pensé souvent à vous éloigner ou à vous rapprocher. Ça va changer quoi? Vous allez pouvoir passer d'un gros plan à une vue plus lointaine. Donc vous allez changer l'importance du sujet dans votre prise de vue. Et ça, c'est fondamental, parce que dans le cadre que vous êtes en train de caler quand vous faites la photo, rappelez-vous l'épisode précédent, c'est le sujet qui prédomine. C'est-à-dire qu'on doit tout de suite, les yeux doivent se poser sur le sujet. Mais le sujet, personne n'a dit qu'il devait occuper tout le cadre. Personne n'a dit non plus que ça devait être un petit point dans un coin. Donc vous avez toute la latitude, en vous approchant ou en vous éloignant, de faire varier la taille du sujet dans votre photo et de donner à votre photo une allure totalement différente. Alors si en plus vous couplez ça au fait de tourner autour, donc vous voyez que je vais reprendre en fait, parce qu'on peut coupler les trois conseils. Le premier, je vous ai dit, changer la hauteur. Le deuxième, vous tournez autour, mais vous pouvez tourner autour en changeant la hauteur. Vous voyez ce que ça commence à donner. Je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais voilà, on peut faire un espèce de 8 en hauteur, comme ça. Et si en plus vous vous éloignez, vous être dans une troisième dimension. Donc vous avez une dimension au bas, une dimension plus loin, moins loin, et puis une rotation autour du sujet. C'est pas vraiment une dimension, mais c'est une rotation. Les puristes préciseront. Donc vous avez vraiment une marge de manœuvre qui est importante, et au lieu d'être scotché devant votre sujet et puis de dire tiens, ça c'est beau, paf, je fais, vous allez approcher, vous allez peut-être vous éloigner, regarder ce que ça donne, monter, descendre, tourner un petit peu autour, et là vous allez avoir vraiment beaucoup plus de possibilités. Alors je regarde mon écran, je regarde en bas depuis tout à l'heure, parce que je voulais vous montrer quelques photos. Donc hier je vous ai montré des photos qui étaient tirées sur support. Aujourd'hui je vais essayer de vous les montrer sur l'iPad directement. Je voulais illustrer un petit peu ça, parce que j'ai fait des photos récemment au salon Moto Légende. Ça c'est un de mes sujets, vous pouvez retrouver sur mon site la série Automoto. Et alors pour moi c'est une difficulté ce type de prise de vue, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus compliqué à bien photographier qu'un salon avec du matériel en exposition. Alors là le matériel ce sont des motos anciennes, enfin, ou pas toujours toutes anciennes d'ailleurs, peu importe. Et souvent, voilà, c'est le piège type, c'est qu'on arrive et puis paf, on fait la photo du stand, paf, on fait la photo, alors là c'est des motos, mais ça peut être des voitures, ce que vous voulez, je vais à Rétromobile aussi généralement au début d'année, c'est le même problème. Eh bien, souvent, voilà, on a ces photos bien frontales, bien toutes pareilles, et pas moches nécessairement, mais souvent un peu quelconques. Et chaque fois que je vais là-bas, en fait, j'y vais autant pour l'exercice photo que pour voir les motos, très honnêtement. Alors, si vous n'aimez pas les motos, c'est pas grave, mais vous allez voir que il faut essayer de trouver des idées. Alors, il y a un exemple, tiens, alors c'est une première en fait, de vous les montrer comme ça dans Lightroom mobile sur l'iPad. Mais voilà, alors là, typiquement, je sais
pas si ça passe bien, il n'y a pas trop de reflets, on va faire comme ça. J'espère que ça va bien marcher. Vous voyez que là, j'avais une moto qui était sympa, mais pour essayer de trouver un petit peu un angle un peu différent, je me suis baissé. Donc on la voit, elle est en légère contre-plongée. Je l'ai décalé sur le côté et puis je floute volontairement, en jouant sur la profondeur de champ, je shoote volontairement l'arrière-plan qui est le panneau du club en fait qui expose la machine. Et vous voyez que ça donne un angle totalement différent. On n'est pas du tout en frontal. Alors on aime ou on n'aime pas, mais au moins la photo elle est totalement différente. Ensuite, alors ça prend un petit peu plus de temps parce qu'il faut que je les recherche. Mais vous voyez qu'ici, alors autre exemple, ça c'est une Indian. Alors pour les amateurs de moto, je suis très Big Twin américain, c'est pour ceux qui suivent. Vous voyez que là, j'aurais pu la prendre aussi en frontal, mais en fait ça ne m'intéressait pas parce que c'était une vue trop banale. Mais je me suis baissé, donc je me mets, je suis quasiment à genoux quand je fais la photo, je me rapproche de la plaque arrière, c'est pas une plaque d'immatriculation vraiment, là c'est la marque de la moto. Et puis je fais en sorte de me décaler pour avoir une deuxième moto en arrière-plan que je plonge dans le flou volontairement en jouant sur la profondeur de champ, avec une grande ouverture. Vous voyez que ça donne un résultat qui là aussi est en décalage. Alors une fois de plus, hein, c'est très personnel, donc je ne suis pas en train de dire que c'est ça qu'il fallait faire, mais voilà, moi ça me permettait de faire des photos un petit peu différentes. Je vais vous remontrer un autre exemple de moto prise. Voilà, ça fait pas trop de reflets. Toujours pareil, au lieu de prendre une vue frontale, eh bien, je m'approche, je me baisse et je tourne autour du sujet pour ne pas avoir le phare et le guidon en frontal et me décaler sur le côté. Alors là, ça permet de faire un gros plan sur le réservoir, et souvent le réservoir d'une moto, c'est assez typique de la machine, donc c'est important. On a la marque également, et puis on a cette vue sur l'arrière-plan qui peut se noyer un petit peu dans le flou, c'est pas très grave parce que le sujet principal ici c'est le réservoir et particulièrement la marque. Donc, vous voyez un petit peu l'idée. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors là j'ai un autre exemple qui est intéressant parce que c'est un stand. Alors il n'y a rien de plus commun à photographier qu'un stand où il y a plein de motos, il y a plein de monde, en plus c'était un samedi donc c'était bourré, et c'est toujours le problème de dire comment on fait des photos sur un salon quand il y a plein de monde. Alors là, sur ce stand, c'est en fait un stand sur lequel il y avait des anciennes motos de compétition. Et ce que j'ai choisi de montrer, eh ben, c'est pas vraiment le stand en fait. C'est-à-dire, je le montre, mais en montrant autre chose. Il y a un panneau qui est en hauteur sur ce stand, qui est issu de... Ben voilà, c'est un panneau qu'ils utilisaient en course, ils l'ont mis là pour décorer le stand. J'ai trouvé l'idée sympa. Donc là, je me suis, alors je me suis pas grandi parce que voilà, moi, je fais une taille, je peux difficilement grandir d'un coup par magie, mais j'ai levé les bras pour avoir, vous voyez, un petit peu comme ça, pour dire ben, le boîtier, je regarde sur l'écran arrière, et puis j'ai un cadrage qui est un petit peu différent. Je me décale, c'est-à-dire qu'au lieu de me mettre en frontal, vous voyez que je suis plutôt décalé comme ça. Je sais pas si c'est très pertinent mon truc, mais bon, je suis un peu décalé. Et puis je coupe le bas de l'image parce que je veux attirer le regard sur le panneau. Ben, voilà ce que ça peut donner. Donc un autre exemple de vue qui est pas, qui est un peu atypique par rapport à ce que l'on pourrait faire. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Alors oui, le Vespa aussi. Alors je ne sais plus combien de anniversaire du Vespa cette année. Eh bien là aussi, un alignement de Vespa, on fait quoi? On le prend en frontal ou pas? Là, j'ai choisi de ne pas le prendre en frontal parce qu'il y avait beaucoup de monde en plus sur le stand et que j'avais toujours quelqu'un devant à un moment ou à un autre. Donc je me suis accroupi, je me suis rapproché, je ne sais pas si on le voit bien sur la photo, mais en fait je suis très près là, je suis à quelques 50 cm maximum, 40 cm du premier Vespa. Et ben voilà, je donne un petit peu d'angle aussi, c'est-à-dire je montre qu'il y a toute une rangée de machines derrière pour donner un peu cet effet de masse. Mais je fais ma mise au point, mon sujet principal, il est sur la première machine qui est devant, avec en plus le logo de la marque, là, voilà, bien visible. Donc voilà un autre exemple où, et d'une, je me rapproche, et de deux, je me baisse, et de trois, je tourne un petit peu autour du sujet, jusqu'à ce que dans mon viseur, je vois se dessiner la lignée de moto, de machine là, qui va bien. Donc autre exemple, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Oui, alors... Celle-ci, ça change un petit peu, parce que là, en fait, c'est dans un salon, c'est un portrait, donc c'est encore un peu plus atypique.
C'est le portrait du pape de la Moto Guzzi en France, pour les connaisseurs, monsieur Charles Kraszka himself. Alors, le problème que j'ai eu pour faire cette photo-là, c'est que je ne pouvais pas passer à côté de ce monsieur qui, voilà, qui est, je ne vais pas vous faire l'histoire de Moto Guzzi en France, mais bon, c'est un peu le... C'est vraiment le roi de la Moto Guzzi en France. Bon, bref. Et donc pour le photographier, j'ai commencé à faire des photos de loin. Je les ai pas là, j'aurais pu vous les montrer, mais je fais des photos un petit peu plus de loin, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde autour de lui. Il était en train de signer des affiches, donc inapprochable. Mais voilà, les photos de loin, je regarde vite fait sur l'écran, pas satisfaisant, voilà, c'était pas bien terrible. Donc qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je me suis approché du groupe, et en me mettant derrière, derrière forcément, j'ai tout le monde qui est devant, donc je peux rien voir, quoi. Et là, j'ai réussi en me baissant à trouver un trou, en fait. Alors vous devinez sur les zones noires sur le bord de la photo, ce sont les gens qui sont en train d'attendre leur signature. Et puis, coup de peau, il y a un moment où, en se baissant un peu, on arrive à passer entre les jambes, le boîtier il passe à peu près, moi je suis pas à genoux par terre mais accroupi. Et puis là, il y a un angle qui se présente, quoi. Donc c'est un peu à prendre tout de suite, hein, là, il faut être hyper réactif. Mais il y a un truc qui se passe, tout d'un coup, hop, ça s'écarte, j'étais prêt, clac, je déclenche. Donc vous voyez que, en fait, pour reprendre les conseils de la vidéo, je me baisse pour être au niveau des genoux des gens qui sont devant. Je suis légèrement en contre-plongée, c'est pas très violent, mais légèrement en contre-plongée. Je suis un tout petit peu plus bas que la personne que je photographie. Et puis, je fais ma mesure d'expo sur le personnage de manière à rendre un petit peu plus noir les bords de l'image, ce qui concentre le regard au centre. Donc voilà un autre exemple. Dans un salon, vous n'êtes pas obligé d'attendre que le stand se libère pour faire des photos sympas. S'il y a des jours, c'est pas possible, hein. Enfin, ce jour-là, il fallait attendre la fermeture du salon pour que ça se libère. Vous voyez que c'était vraiment pas jouable. Alors, si vous voulez voir, pour ceux que ça intéresse, je vais vous mettre le lien vers la série, parce que comme ça, vous verrez toutes les photos d'un coup, puis vous aurez le temps, vous les verrez peut-être un peu mieux que là. Mais alors si ça vous plaît, tiens, le fait de vous les montrer comme ça, moi ça me permet d'aller beaucoup plus vite aussi pour vous montrer plus de photos. Je trouve que c'est un peu plus illustratif par rapport à ce que je fais d'habitude. Au lieu juste de vous parler, je peux vous montrer des choses, quoi. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'angle de prise de vue, c'est hyper fondamental. Premier conseil, jouer sur la hauteur. Deuxième conseil, tourner autour du sujet. Troisième conseil, jouer avec la distance avant-arrière. Alors, rapidement, donc je voulais vous parler, je voulais dire en intro, du bouquin de Harry Gruyaert que j'ai acheté ces derniers jours. Donc, le voici. Je ne pouvais pas vous le montrer, je ne l'avais pas pris, mais donc le voici. Alors, je vais essayer de le tourner, c'est jamais très commode de présenter un bouquin comme ça. Mais Harry Gruyaert, qui est un photographe belge de l'agence Magnum, alors, je vais essayer de ne pas l'abîmer quand même, mais voilà, un petit peu le style de photo. Il y a une photo, alors je vais essayer de vous la retrouver parce que je trouve qu'il y a les caractéristiques de ce bouquin-là. Je ne sais pas si je peux la retrouver rapidement. C'est une photo sur laquelle il a réussi la prouesse de... bien sûr, je ne vais pas la retrouver, j'aurais dû la marquer. Hop, ça va traîner un peu. Il a réussi la prouesse de photographier 5 personnes dans la rue, comme ça, au pied levé. Et ces 5 personnes, en fait, on ne voit aucun visage. Alors, c'est assez atypique parce que c'est une photo qui est très marquante, je trouve. Alors, bien sûr, je ne la retrouve pas, mais elle est très marquante parce que amusez-vous à faire des photos dans la rue et à faire en sorte d'avoir 5 personnes sur la photo. Je ne regarde plus, je suis en train de chercher la foutue photo que je ne vais pas trouver, bien sûr. Et si, là, voilà. Et puis faites en sorte de ne voir aucune figure, mais vous allez voir que c'est un vrai challenge. Donc voilà la photo. Et vous voyez que les gens sont tous cachés derrière, soit c'est un ballon de vent, c'est je sais plus quoi, là, soit un parapluie, et en fait on voit aucun visage. Donc c'est vraiment atypique comme photo. Harry Gruyaert, il a une caractéristique, je trouve, c'est que déjà il a une façon de gérer les couleurs qui est assez exceptionnelle, et puis il y a toujours beaucoup de choses dans le cadre. Alors ça va à l'inverse de la photo minimaliste dont je vais vous parler bientôt, mais ça je suis en train de commencer à bosser là-dessus. Mais là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, on remplit le cadre, il y en a partout, mais ça s'organise tellement bien que ça fait un résultat sympa. C'est pas donné à tout le monde. Le monsieur, il est à l'agence Magnum. Il y a quelques raisons. Deuxième, alors le bouquin, ça s'appelle Textuel. Ça vaut, je crois, dans les 50 euros. Alors moi, je l'ai eu, je vous disais, au début de l'émission, quand j'ai démarré, je voulais vous donner des trucs pour avoir des photos. Alors, ce bouquin-là, il vaut 55 euros. Je l'ai payé moins de la moitié du prix, parce que, je ne sais pas si ça se voit, en fait, ici. Il faudrait que je l'oriente un peu. Peut-être comme ça. Il y a un petit défaut sur la couverture. Alors, le libraire m'a dit, bon, voilà, il a un petit défaut, je le brade, parce que pour moi, c'est un peu invendable. Et puis, il me l'a bradé. Et moi, du moment que j'ai les photos, je suis content.
Deuxième bouquin que je voulais vous montrer rapidement, je vous en ai parlé déjà il y a un certain temps, mais si vous cherchez des infos sur l'utilisation d'un flash pour les appareils photo Nikon et tout ce qu'on appelle le système CLS. Alors système CLS, Nikon CLS, c'est le Creative Light System. En bon français, ça veut dire le système d'éclairage créatif, comment vous pilotez à distance plusieurs flashs à partir du boîtier en réglant la puissance de chacun par groupe, vous pouvez en cumuler plein. Donc si vous faites un peu de studio ou même pas nécessairement du studio, même en extérieur, vous voulez déboucher des ombres ou autre, vous avez tout là-dedans. C'est vraiment the bouquin à avoir. Moi, c'est ma référence en matière de flash. Ça vaut 34 euros, mais franchement, le jeu en vaut la chandelle. C'est un super investissement. Ça va vous éviter des dépenses en accessoires inutiles. Lisez le bouquin d'abord, vous allez voir ce qu'il vous faut ou pas. Vous allez gagner des sous et surtout, vous allez beaucoup mieux utiliser votre matériel. C'est un bouquin qui a été super apprécié par tous les lecteurs. Enfin, moi, j'en ai parlé en bien parce que franchement, je l'adore. Et tout le monde m'a dit la même chose. Donc, voilà, je vous remets la couverture. Ça s'appelle L'éclairage au flash avec le système Nikon. C'est un bouquin de Alan Hess, qui est un photographe américain. C'est traduit et adapté par Volker Gilbert, que l'on ne présente plus, le monsieur, puisque c'est un auteur qui nous a fait plein de bouquins, enfin qui est aussi surtout photographe, mais qui nous a fait plein de bouquins. En particulier, il y a un ouvrage de Volker qui est donc sur le traitement des fichiers RAW. Et puis, il a un livre dont je vous parlerai bientôt parce que je l'attends, sur l'exposition. Et l'éditrice m'a promis que pour un livre sur l'exposition, c'était vraiment un ouvrage à part. Il y a beaucoup de livres sur l'exposition. Il y a du Freeman, il y a du Peterson de mémoire. Il y a Jérôme Geoffroy qui avait fait aussi, l'auteur français qui avait fait un bouquin. Mais apparemment, celui de Volker, il est encore mieux. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus, je ne l'ai pas vu. Donc je l'attends. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner à la chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait ou si vous me découvrez aujourd'hui. Le like sur la page Facebook de Nikon Passion, c'est là-haut. Et le plus simple, c'est encore de rejoindre ma liste de contacts perso, comme ça on peut échanger de façon un petit peu plus intime. Je vous envoie toute l'actu de la photo, les invitations aux sessions en ligne et tout ce qui va avec. Les sessions en ligne, je vous avais promis de vous faire le replay de la session Picture Control Nikon et Lightroom Web Mobile. Ça arrive, je suis un peu pris par le temps, honnêtement, et puis par les fêtes de fin d'année, il y a beaucoup de choses à caler, mais il y aura peut-être un petit décalage, mais comme je veux en plus enrichir les présentations, vous ne serez pas déçus, donc je ne vous ai pas oublié, mais ça arrive, donc vous étonnez pas si vous n'avez pas reçu encore le truc, parce que juste elles ne sont pas en ligne, quoi. Voilà. Merci de m'avoir suivi jusque-là, à très bientôt pour une prochaine émission.